Bonsoir à tous, je suis Pascal Fechner et il semble que je sois très fatigué ce soir puisqu'on vient de faire 5 minutes d'émission et que j'avais oublié d'envoyer l'enregistrement et je savonne pas mal ce soir. Donc je pense que je vais laisser la main à Thibaut tout de suite pour ce nouveau Ufostrophe. Thibaut, comment vas-tu? Très bien, encore une fois, j'ai envie de dire. Ouais. Non, ça... Il y a comme un air de déjà vu, ouais. Exactement. Non, voilà, bienvenue à tous. On est très heureux de lancer ce Ufostrophe nouvelle génération, Next Generation, avec Géraldine et Julie. Et puis toi, Pascal, bien sûr, parce qu'on peut pas faire du Ufostrophe sans que tu sois là pour penser à enregistrer les émissions, dire ton nom correctement, enfin tout un tas de trucs un peu basiques sur lesquels tu as passé maître, j'ai envie de dire. Je pense qu'après cette émission, vous allez dire si, on peut se passer de lui, en fait. Il vaut mieux peut-être même se passer de lui. Alors, nouvelle Ufostrophe, effectivement, je crois que c'est la 4e édition, le 4e Ufostrophe que nous faisons, mais cette fois-ci, les prochains vont suivre une structure qui va être celle que nous allons suivre ce soir. Et lorsque nous avons réfléchi à un invité, eh bien, le hasard a bien fait les choses, puisque Thierry Gaulin, qui est avec nous ce soir, président d'OVNI Languedoc, venait justement de sortir son nouveau livre aux éditions ODS, Œil du Sphinx, de notre ami Philippe Marlin, OVNI en Méditerranée. Thierry, comment vas-tu? Bonsoir à tous, tout va très bien. Comme tout à l'heure, hein, ça va bouger. Comme tout à l'heure, ça va bien. Voilà. On vous cache rien, vous avez vu, on est transparent. On n'est pas comme l'armée américaine, nous, on vous dit tout. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, par contre, Thierry, je te l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Tu sais que ton livre, enfin pas celui-là, hein, mais j'en ai eu d'autres quand même depuis. Mais le livre que tu as écrit, c'est le premier que j'ai lu sur l'ufologie. Je te l'avais déjà dit, ça, lors d'une conférence. Mon premier bouquin. Ouais. Ton premier bouquin, c'est le premier que je lis sur le phénomène et c'est vrai qu'il m'a fait comprendre pas mal de choses dès le départ. Alors moi, j'ai eu la chance de lire OVNI en Méditerranée en avant-première, comme nos amis Thibaut, Géraldine et Julie. Je crois que tu as mis pas mal de temps celui-là à l'écrire quand même. Mon petit doigt me dit que tu as mis pas mal de temps à l'écrire. Oui, effectivement. J'ai commencé il y a environ 7 ans à le rédiger et puis pour des raisons familiales et de boulot et tout ça, j'ai laissé tomber pendant des années. Et j'ai repris il y a à peu près 2 ans, l'été d'avant le premier confinement. J'ai repris, je l'ai écrit, je l'ai eu fini milieu 2020, je crois. Ouais. Donc on peut dire que ce bouquin, il m'a pris du temps. Et je crois que c'est positif parce que j'ai eu le temps du coup d'obtenir des informations que je n'avais pas, de rajouter, de changer les dossiers. Par exemple, il y a le dossier Manissès qui est devenu mon dada entre-temps, que je ne connaissais pas il y a 7 ans. Hein. Donc il va prendre pas mal de pages là-dedans. Et d'avoir toutes des infos que je n'aurais pas eu à l'époque. Donc, je ne regrette pas que ça se soit décalé dans le temps. Ouais, dossier Manissès que moi, j'ai eu le plaisir de te voir présenter et défendre lors d'un congrès d'OVNI Languedoc. Je crois que c'était celui de 2018, si je ne dis pas de bêtises. 2018, 2019, j'avoue que je ne sais plus. Ouais, un magnifique cas espagnol, effectivement, qui mêle pilote. Enfin voilà, c'est un super cas. Et effectivement, alors, il y a ce cas-là que tu as bien détaillé, puis il y a un cas aussi qui est pas très connu, dont on entend parler, mais qu'on ne connaît pas toujours. En tout cas, je ne le connaissais pas aussi bien. C'est le cas de Rose C, qui a été travaillé par certains membres qui sont devenus membres d'OVNI Languedoc, mais qui étaient membres de Véronica à l'époque. Alors, tous ne sont pas devenus membres d'OVNI Languedoc. Non, c'est plutôt des membres de Palmos. En fait, groupe Palmos. Vous avez 3 jours, là Non, on a 3 jours, tu peux y aller. Oh, d'accord. Donc, en fait, Rose C, c'est une jeune femme dans les années 50 et elle va vivre une expérience assez étrange. Tout quoi, c'est ce qu'elle va raconter. Elle va sortir dans un mas qui est aujourd'hui intégré dans la commune de Nîmes, mais qui à l'époque est à la campagne. Elle y passe la nuit. Elle va rencontrer des géants. Elle va pouvoir discuter avec eux par l'intermédiaire d'un traducteur qui était un instituteur français qui avait accepté de se mettre au service de ces géants. Bon, tout un tas des expériences extraordinaires. Ils vont lui montrer une machine qui permet de soulever ce qu'on veut, des pierres en l'occurrence. Ils vont lui proposer de partir avec elle. Elle va avoir pendant des années des visites, dit-elle, de son extraterrestre qui vient lui porter des messages pendant des années. Bon bref, ça a fait l'objet d'un livre dans les années 80. Et j'ai eu qui avait été un best-seller quand même à l'époque, hein, il faut le dire. Hein. Qui est difficile de trouver. Si vous le trouvez au puce ou par là, gardez-le surtout parce que il est rare maintenant. Et donc, les premiers à avoir enquêté sur ce dossier, c'était une association montpelliéraine qui s'appelait Palmos. C'est du grec, ça veut dire secousse, vibration.
Et dans les années 70, Rose C, donc c'est son pseudo, hein, évidemment, va les contacter. Le groupe Palmos, d'ailleurs, ne l'appellera pas Rose C, ils vont l'appeler Roméo Charlie, c'est des fans de CB à l'époque. Donc Roméo Charlie. Et ils vont correspondre et puis là, lui rendre visite, enquêter sur ses déclarations pendant des années. Il y a ces Bernard Dupuis, notamment Jean-Pierre Charton. Et il y a un deuxième groupe, Dénie-moi, ce coup-ci, de Charles Guirand, comme tu disais, Thibault, le groupe de Charles Guirand, Véronica, qui va s'intéresser aussi à ce dossier, qui va enquêter, qui va lui faire voir notamment un médecin d'Alès, qui va l'examiner, parce qu'elle disait aussi que un de ses doigts là s'était allongé suite à cette expérience. Bon, il y a tout un dossier. J'ai eu la chance d'accéder tant aux archives de Véronica qu'aux archives de Palmos, et j'ai rencontré quasiment tous les survivants, sauf 2 qui ont refusé. Bon. Mais j'ai rencontré des tas de gens qui s'en étaient occupés à l'époque. Je n'ai pas pu rencontrer Rose C, hélas, puisqu'elle est morte en 2000, je crois, c'est-à-dire à peu près l'année où je suis arrivé dans la région. Donc, j'ai pas eu. Il y a un lien. Hein? Il y a un lien. Ouais, elle a dû effectivement avoir peur de me rencontrer. Ouais. Et c'est un dossier qui est absolument riche, et c'est vrai qu'il est assez peu connu finalement, à part dans le sud, peut-être le sud méditerranéen. Et pourtant, il y a matière. Après. Ouais. Pour être honnête, j'ai quand même un doute sur la réalité de tout ce qui a été écrit dans le livre de Charles Guirand. Peut-être y a-t-il quelques erreurs, on en fait tous. Tu m'as parlé de mon premier livre. Dedans, il y a le cartouche, il y a une cartouche égyptienne qui a été expliquée quasiment au moment où mon livre sortait. C'était trop tard pour faire le correctif. Donc, dans le livre de Charles Guirand, il y a des faits qui sont relatés et tous n'ont pas tenu compte de l'ensemble des témoins qui ont été inscrits dans les archives de Véronica. Notamment un autre témoin qui aurait assisté en tout cas au début de la rencontre de Rose C avec ces aliens, ces extraterrestres. Mais ce témoin, lui, parlait d'une mamée. Or, une mamée dans le sud, c'est quelqu'un qui a, je sais pas, 60, 65 ans, 70 ans à l'époque peut-être. En tout cas, c'est pas une jeune femme de 25 ans qui vient chercher du matériel pour changer le lit de sa fille. Donc, il y a quelques petits trucs comme ça qui me laissent dire que dans le livre de Charles Guirand, il doit y avoir quelques erreurs qui se sont glissées, faute d'avoir pris en compte la totalité du matériel qui était disponible à l'époque. Bon, puis il faut savoir qu'il y a des grands noms qui se sont penchés, comme sur ce cas. Hein. On parle de Guy Tarade, on parle de Jimmy Gueux, enfin voilà, c'était quand même le gratin de l'époque. Hein. Ah, tout à fait. Aimé Michel aussi, hein. Aimé Michel aussi, je crois. Beaucoup moins, oui. Si, s'y intéressait. Il s'y intéressait, ouais. Les deux principaux, enfin le principal c'est Jimmy Gueux, et puis Guy Tarade aussi à l'époque s'était bien plongé dans le dossier. Ouais. Bon, tu parles aussi de Valensole, alors il y a quelques cas aussi, bien sûr, hein, qui sont de ta région, mais malgré tout, je dois admettre que je trouve ta conclusion un petit peu pessimiste quand même pour l'avenir de l'ufologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, de quelle conclusion tu parles? Sur enquête de terrain? Non, la conclusion du livre où tu dis que l'ufologie a. Voilà, est malade de ses ufologues. Ces ufologues. Ouais. Alors, c'est difficile comme question et comme réponse. L'ufologie telle que je la vois, telle que je la pratique, on est finalement très peu nombreux à la pratiquer. Je vois surtout des gens qui soit passent leur temps à dézinguer les collègues, hein, au lieu de faire des recherches. Je vois des gens qui, au bout de 2 heures sur Internet, sont des spécialistes mondiaux qui veulent vous expliquer ce qu'ils ont compris et que nous, on n'a pas su percevoir. Donc, je vois ce genre d'attitude qui m'horripile. Et Internet est un très bel instrument, mais il favorise aujourd'hui ce genre d'attitude. Et je regrette un petit peu qu'on se dirige de plus en plus, quand on va sur les forums ou sur certains sites, on se dirige vers ça de plus en plus et on oublie la base qui est le témoin et l'enquête de terrain et la réflexion qui forcément vient après. Il faut dire, Thierry, aussi pour les auditeurs qui te connaîtraient pas, que tu es quand même à la tête d'OVNI Languedoc, ça on l'a dit, mais que c'est quand même une association qui est vraiment aucune flagornerie de ma part, et c'est pas du tout parce que j'en suis un éminent membre d'honneur que je dis ça, mais qui est vraiment reconnue, et je dirais vraiment nationalement, pour son sérieux, pour la densité de ses enquêtes,
et que toi, tu fais partie vraiment, pour le coup, de cette ufologie de terrain, même si tu y amènes là, finalement, tes compétences de professeur d'histoire, je pense qu'on peut le dire, c'est pas top secret. Moi, c'est un peu ça aussi qui m'avait amené déjà à te rencontrer et à apprécier ton travail. C'est que finalement, ils sont pas nombreux ceux qui se sont penchés sur la petite histoire de l'ufologie, pour ne pas dire qu'à un moment donné, on était presque un peu plus ou moins les deux à faire ça. Les deux, je pense. Voilà. Entre-temps, il y a quand même eu Manuel Virotte, dont je suppose que tu as lu la thèse qui est particulièrement documentée, très très dense. Hein. Et puis je crois qu'il y a eu un autre thésard qui a fait aussi une thèse d'histoire un peu moins remarquée. Puis en tout cas qui n'a pas été un autre Français, un Brestois, je crois. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que maintenant, ça y est, on commence à réaliser que c'est un champ finalement très intéressant pour l'histoire. Tu parlais de la CB, Roméo Charlie, c'est vrai que ça a été un grand moment de l'âge d'or des ufologues dans les années 70. Et voilà, et c'est vraiment en lien avec ce que tu disais sur un petit peu le problème des ufologues de la nouvelle génération, c'est qu'ils n'ont peut-être pas assez pris le temps de s'intéresser un peu aux fondamentaux. Pourquoi c'est si important de faire l'histoire de l'ufologie? Moi, c'était ça que j'avais envie de te poser comme question, tout simplement. Ça permet d'avoir le recul, justement, qui est nécessaire pour aborder le phénomène. On ne peut pas se lancer, si, on peut se lancer dans un phénomène OVNI sans bagage ni connaissance, mais ça n'amène rien de bon. Il faut avoir un recul nécessaire, savoir ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été tenté, par exemple, ce qui a échoué. Les courriers au président, à machin, bidule, c'est bien beau, mais ça a déjà été fait X fois, et le résultat est... Ouais, puis ça dépend qui le fait, c'est toujours pareil, quoi. Qui le fait, quel légitimité. Même quand ça a été Pinon, ça n'a pas eu grand résultat. Hein. Ouais, non, mais bon. Mais bon, moi, je vais te dire, je trouve aussi, malgré tout, et la conclusion que tu fais un petit peu pessimiste, je peux comprendre, hein, mais aussi l'introduction de Joël Ménard, donc rédacteur en chef pendant des années de Lumière dans la nuit, qui disait l'ufologie a un problème avec la presse. Je vous admets que je suis pas complètement d'accord avec cette affirmation. Je pense qu'il y a quand même matière à discuter avec la presse. Je pense qu'il y a matière à concilier une ufologie peut-être un petit peu plus buzz et puis justement les fondamentaux. Voilà, c'est un petit peu mon avis, mais c'est vrai que je te rejoins aussi sur les spécialistes au bout de 2 heures. Mais en même temps, j'ai été tellement traité de petit con pendant mes premières années parce qu'on me disait mais tu connais rien, mais tu vas être arrêté. Maintenant, on traite de con maintenant tout court, on n'est plus de petits cons. Voilà, j'ai gagné en légitimité. Voilà. Voire de gros cons parce que j'ai pris du poids. Je te rejoins sur la presse. Il y a des médias avec qui on accepte de travailler. Et il y en a avec qui on ne travaille pas. Je t'avoue que les séances vidéo comme aujourd'hui, c'est pas ma tasse de thé. Je le fais parce que c'est vous. Hein. Autrement, j'aurais dit. Je te remercie. C'est pas ma tasse de thé, mais on travaille souvent avec les médias écrits par contre. Là, on a un gros dossier qui devrait sortir dans la Croix hebdo. Il aurait dû sortir ces jours-ci, mais j'ai appris qu'il y avait un petit décalage. Parce on a le temps de parler avec les journalistes dans ce cas-là. On a le temps de parler avec eux, on a le temps de les laisser se forger une opinion. Bon, ils ne sont pas obligés d'aller dans notre sens, mais ils ont le temps de voir qui on est, le temps de voir quel est le travail qu'on fait. Tandis que le gars qui va venir pour un enregistrement vidéo ou qu'on va faire par Zoom, Skype ou autre, on le voit 20 minutes, une demi-heure, 2 heures, il a le temps de rien, il a déjà des idées préconçues, il va les garder et ça va transparaître au travers de la vidéo. Donc il y a certaines presses avec lesquelles on travaille, la presse écrite, différents journaux. Je parle d'OVNI Languedoc et quand je dis vous avez suivi. Ouais, bah voilà. Il y a cette fameuse phrase qui me fait rire, je l'avais mis dans l'interview qu'on avait fait pour le magazine OVNI Science et Histoire, c'est que tu m'avais dit justement quand j'étais venu au symposium que vous aviez fait une balade avec l'équipe d'OVNI Languedoc, que vous marchiez, voilà, vous étiez en rando, puis tu regardais les membres un par un, et tu t'es dit à la fin, mais en fait, il y a qu'un gars qui est vraiment pas indispensable, c'est moi, quoi. Bon, je suis pas du tout d'accord, hein, mais bon. Je coordonne si tu veux, mais c'est vrai qu'on discutait avec les copains de l'assaut, et puis ils ont des qualités tous dans l'assaut. Il y a des graphistes, il y a des gens qui écrivent bien. Salut Laurent qui fait un travail exceptionnel en termes d'image. Tout à fait, Laurent par exemple. Ouais.
tous ont des qualités extraordinaires. Et puis bon, il y a le président qui coordonne un peu tout ça, qui n'a pas de qualité particulière. Mais bon, c'est l'équipe qui fait ça. Voilà. Écoute, hein, on va te laisser ton humilité légendaire. Je te dirais bien 2-3 qualités que tu as, mais bon, j'ai peur que ça te fasse rougir. Bon, les amis, on n'a pas commencé que déjà on fait péter les chronos, mais ça m'étonne pas du tout. C'est normal, c'est comme ça chez le Maybe Planet. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission qui est actualité et news. Alors, qui se lance? On commence par Géraldine. Alors, actualité. Donc, moi, j'ai choisi le film Passager numéro 4 qui est sorti là en avril 2021. Oui. Donc, de Joey avec Anna Kendrick, Toni Collette et Daniel Dekin ainsi que Shamier Anderson. Alors bon, ça commence en décolle, en fusée, direction Mars, retour dans 2 ans. Les images de départ, on voit les sièges qui sont très secoués, du silence. Puis on découvre un environnement assez contemporain, sans qu'il n'y ait d'apesanteur. C'est un huis clos où il y a 3 équipiers qui s'affairent à leurs expériences scientifiques et ils découvrent un passager imprévu qui n'est pas préparé pour un tel voyage. Puis la vie s'organise comme ça à 4. Puis survient un problème d'oxygène. Je ne vous en dirai pas plus. Ah bah oui, parce que là, ah bah non. Et au final, c'est pas un film palpitant. Hein. C'est tout dans le ressenti, les sentiments. Il y a aussi quelques incohérences, comme par exemple le lieu et la façon dont est découvert le 4e passager. Ah ouais, alors ça, faudra qu'on m'explique, j'ai toujours pas compris. Hein. Oui, c'est. Ouais. Tu l'as vu? Ah, j'ai regardé 1 heure. Je dois admettre qu'au bout d'1 heure, ça m'a un petit peu. Voilà, c'est un film moyen, hein, et ça donne envie, les gars. Ceux qui aiment pas l'évasion, enfin ceux qui aiment l'évasion, l'action, passez votre chemin. Non, mais voilà. non. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est vrai que le décollage, je pensais à Thomas Pasquet dans. Oui, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, ça serait bien de lui demander son avis. Et je me dis qu'il faut quand même une sacrée paire de coronesses pour se mettre comme ça le cul sur un pétard et qu'on t'envoie à 11 km/s pour t'arracher à l'attraction terrestre. Voilà. Bon, voilà. Thierry, je ne sais pas si tu l'as vu, toi, passager numéro 4. J'ai vu une bande-annonce, j'ai pensé à Alien, moi, du coup, tout de suite. Et le 5e passager. Oui, c'est pas du tout ça, d'après ce que je comprends. Hein. Non. Mais non, j'ai vu que la bande-annonce. Ouais. Non, mais je dis pas, j'étais peut-être pas dans un bon état d'esprit, mais c'est bien joué en tout cas. Il y a Toni Collette qui Par contre, oui, c'est très bien joué. Ouais, Toni Collette qui est un petit peu à contre-usage, on va dire, très sérieuse, très carrée. Tout à fait. Franchement, elle joue bien. Enfin, ils jouent tous bien d'ailleurs. Oui, moi j'ai bien aimé Anna Kendrick aussi, qui joue très bien. Voilà. Ouais, non, les acteurs sont bien. Et effectivement, je me le suis mis de côté. L'heure suivante, je pense que je vais la regarder tranquillement. Oui. Mais voilà, il faut 2 heures. Voilà, il faut 2 heures au calme pour pouvoir le regarder parce qu'effectivement, il faut être dans un. Voilà, faut un rythme lent. Enfin, c'est tout. Voilà, c'est psychologique. C'est psychologique, oui, un peu de métaphysique quand même. Enfin, c'est. Voilà. Bon, passager numéro 4. Tu es branché SF, Thierry, toi? Tu suis l'actualité, cinéma, tout ça? SF. Alors, je suis branché SF écrite surtout, mais je suis un peu le cinéma aussi. Bon, ok. Bah, ça tombe bien parce qu'on va pas parler SF tout à l'heure d'ailleurs. Géraldine, merci beaucoup pour ce choix. Donc, passager numéro 4, Netflix. Thibaut, on passe à Julie? Bien sûr. Quand vous voulez. Allez. Julie, qu'est-ce que tu as choisi comme actualité, toi? Eh bien, on a une grosse actu toute récente, alors dans un autre style, hein, rien à voir. Donc récente parce qu'elle date du 22 avril dernier. Et il s'agit tout simplement de la sortie du 3e volet de la saga Conjuring. Donc la sortie était vraiment attendue puisque, comme pour beaucoup de films, hein, il a fait l'objet de plusieurs reports de date. Ouais, forcément. Mais bon, ça y est, on est rassuré. Hein, il y a des photos, mais surtout la bande-annonce que je vous invite à aller voir. Qui circule sur le net, sur les forums spécialisés, les sites. Hein, et je dois dire qu'elle est sacrément accrocheuse. Hein. Enfin, moi, personnellement, voilà. Ah bah là, Conjuring, ils ont compris comment ça marche. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont trouvé le filon. Hein. Donc, de ce qu'on peut voir, en fait, justement, le dernier opus a l'air d'être quand même un peu plus spectaculaire que les 2 précédents. Donc, je ne sais pas si c'est en rapport avec le fait que le réalisateur soit pas le même. À voir. Problème, mais moment, ouais.
Petit muscle, il faut que ça aille toujours un petit peu plus loin. Bon, on va rappeler quand même Conjuring, époux Warren, les époux Warren qui, eux, ont réellement existé, hein, puisque c'était réellement des... on peut pas appeler ça des exorcistes, mais enfin des spécialistes du paranormal christique, quelque part. Oui, exactement. D'ailleurs, ils sont controversés quand même. C'était les rois du buzz quand même. Hein. C'était les rois du buzz. Bon, je crois que tu nous prépares quelque chose d'ailleurs à ce sujet-là. Oui, c'est en cours. Et je vous cache pas que je suis en train de réfléchir à essayer de choper un prêtre exorciseur pour voir si on pourrait pas faire une émission avec un prêtre exorciseur qui nous raconte un petit peu son métier. Prêtre exorciste même, n'ayons pas peur de le dire. Exorciste, exorciseur, je sais pas. Un marabout. Là, ça me plairait qui nous raconte un peu ses anecdotes, des blagues, des calembours. Tu auras du mal à en trouver de la religion catholique romaine parce qu'eux, ils sont super discrets. Par contre, il y en a tout un tas d'autres qui sont de religions satellites, on va dire, d'inspiration chrétienne, qui, eux, par contre, sont plus communicants. Si je les appelle en disant que... L'évêché hébergeait un prêtre exorciste. Normalement, ils en ont un, ouais. Mais je pensais les appeler en leur disant que Satan m'habite, donc peut-être que ça pourrait les attirer. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne comprends pas. Rien du tout. C'est tes jeux de mots de papa. Voilà. Thierry, en écho à l'actu de Julie, quand même, moi, je voulais te poser une question. C'est présent d'ailleurs dans le cas de Rose Cole. Hein. Tu as cette dimension un petit peu paranormale de beaucoup de cas, qui a souvent d'ailleurs été occultée à l'époque des grands cas de rencontres du troisième type, notamment. Il y a souvent eu cette dimension qui était mise de côté par les ufologues. Et tu sais bien que ça a créé même une certaine ligne de partage, finalement, entre tenants d'une hypothèse extraterrestre premier degré et ceux qui avaient intégré un petit peu un corpus un peu plus valaisien, on va dire ça comme ça, pour aller un peu vite. Est-ce que dans tes enquêtes, alors, mis à part Rosset, tu t'es souvent heurté à cet aspect un peu dimension paranormale chez les témoins? Non, pas vraiment. La croyance, parfois, joue un rôle important. Le paranormal, ça a dû arriver, si, enfin, je dis pas vraiment, si, quand même. J'ai quand même fait 85 ou 90 enquêtes, je sais plus. Ça a dû arriver une dizaine de fois. Mais il est plus fréquent, je trouve, que le témoin change de perception par rapport à son expérience au fur et à mesure du temps, mais pas forcément en se dirigeant vers le paranormal. Comme beaucoup de gens par ici sont catholiques, et quand même, on en a pas mal qui font ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire qu'ils vont voir dans l'intervention d'abord de ce qu'ils ont pris pour des extraterrestres, un ovni, des extraterrestres, etc. Ils vont finir par en conclure que c'était un message divin, venu de Dieu. Ouais. Ah ouais. Et bon, après, ça peut toucher le paranormal aussi, ça dépend quel concept on a de la religion en général. C'est vrai. C'est ça. Mais il faut rappeler quand même que ce qu'on appelle le paranormal, c'est ce qui est constaté par la science, mais qui n'est pas expliqué en l'état actuel des paradigmes et des connaissances. De ce point de vue-là, le phénomène OVNI rentre complètement dans la dimension du paranormal. Alors, je sais que ça fait bondir beaucoup d'ufologues qui, justement, ont voulu se séparer, se détacher un petit peu de cette gangue un peu irrationnelle qui est liée au paranormal, mais on est en plein là-dedans. Et quand on regarde le contenu notamment des rapports qu'il y a pu y avoir entre ufonautes et témoins d'OVNI, on est parfois dans ça. Et comme Thierry le rappelait, il y a cette transformation qui pousse un petit peu les expérienceurs d'OVNI, entre guillemets, à aller vers un peu plus de spiritualité, à chercher aussi, au travers de leur expérience, des choses comme ça. Ça, on le retrouve complètement chez les expérienceurs d'expériences de mort imminente. Donc, il y a finalement, les choses sont un petit peu enchevêtrées. Thibaut, il faut que tu me balances. Pardon. Ouais, pardon. Il me semble qu'il y a des passerelles, de toute façon, qui sont incontestables entre le phénomène OVNI et le reste du paranormal. Mais je suis aussi le premier à essayer de limiter les interférences entre les deux, si je peux. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, mais tu as raison, Thierry. Hein, on part vite un peu ça peut vite partir dans le too much, quoi. Ça nécessite d'être prudent. Voilà, en tout cas, agnostique et prudent. C'est clair, c'est clair. C'est ça. Thibaut,
Alors, mon actu à moi, c'est vraiment pour le coup un gros coup de cœur. C'est la série Resident Alien. Alors moi, je ne peux que vous conseiller et vous reconseiller 50 000 fois. Donc, c'est une série alors qu'on pourrait ranger dans la catégorie SF. Hein, c'est une série américaine qui a été créée et produite par Chris Sheridan et qui est très récente, hein, puisqu'elle a été diffusée en France simplement depuis le 25 février 2021 sur la chaîne Sci-Fi. Donc, alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est adapté de la série éponyme de comics de la maison Dark Horse, donc qui s'appelait aussi Resident Alien, hein, et qui est porté par vraiment la prestation absolument magique de Alan Tudyk, qui est bien connu de tous les fans de ce type de production pour ses rôles notamment dans Rogue One, Doom Patrol, Firefly, pardon, et d'autres productions de ce genre-là. Alors, très vite le pitch, hein, c'est en fait un extraterrestre qui a pour mission d'éradiquer les humains. Je peux le dire sans trop spoiler parce que c'est dit assez vite, qui débarque sur Terre suite à un accident, hein. Il va évidemment se cracher, il va perdre non seulement son appareil, parce qu'il a un petit côté pied nickelé, hein, on va dire que ça verse assez vite dans le comic cette série, et il perd aussi l'engin, le dispositif, comme il dit, qui peut lui permettre d'éradiquer l'humanité. Et donc, alors en fait, c'est clairement Harry, un ami qui vous veut pas du bien, quoi. Hein. En fait, il a la faculté de se transformer dans la peau, de prendre la peau de n'importe quel humain. Donc, il choisit un médecin qui vit un petit peu à l'écart de la ville, mais le médecin va se trouver. Faut qu'il le bute quand même, hein, pour prendre sa personnalité. Il le bute, il le bute. On va s'apercevoir plus tard que finalement c'était pas une mauvaise chose, c'était pas un type très sympathique qui l'a buté, mais il l'a quand même buté. Alors il faut dire que l'autre lui a mis un grand coup de tisonnier dans la gueule, donc évidemment comme rencontre du troisième type, c'était mal parti. Ouais. Et allez, ça va être ça. Il va essayer d'apprendre un petit peu les us et coutumes des humains. Puisqu'il se retrouve assez vite embarqué comme médecin de la ville. Il y a une espèce de petite enquête policière qui court. Alors bon, c'est pour faire vite parce que c'est vraiment savoureux. Ouais. On a cet acteur américain qui est, moi je trouve, grandiose, Alan Tudyk. Sa composition, vraiment, ça rappelle un petit peu les comiques de situation, un petit peu des comédies hollywoodiennes des années 40. Je pense à Buster Keaton, Chaplin. C'est vraiment sa peau, son visage devient même élastique. Hein. Donc on voit qu'il est finalement un petit peu à l'étroit dans ce corps d'humain qu'il a intégré. Et alors, bien sûr, c'est un ressort assez classique, hein, de l'étranger candide qui finalement porte un regard neuf, hein, sur les mœurs qu'il rencontre. Il y a des trucs absolument géniaux, absolument second, troisième, quatrième degré, humour noir. Notamment, par exemple, un humain sur 1 million est capable de le voir sous sa véritable apparence. Et alors, dans ce petit village paumé dans lequel il se trouve, il y a évidemment un gamin qui est affublé de ce gène surnuméraire et qui, lui, par contre, le voit. Alors donc, il y a tout le comique de la situation du gamin qui essaye de convaincre ses parents et la ville entière, son père étant le maire, hein, qu'il y a bien un extraterrestre qui est parmi eux, et l'autre cherche à le buter, vraiment, mais il n'y arrive pas. Enfin, à chaque fois, se heurte à des problèmes, des situations inextricables. Et c'est vraiment grandiose. Il y a 10 épisodes de la première saison. Là, on sait qu'ils ont signé pour une seconde saison. Ah bah je comprends, ouais. Je spoile pas la fin, mais on laisse grande ouverte la porte, hein, bien évidemment, voilà, vers une suite. Mais c'est vraiment grandiose. Souvent, il y a des séries qui débandent un peu en cours de diffusion. C'est pas du tout le cas pour Resident Alien. Les 10 épisodes, qui doivent faire environ 45-50 minutes, je crois, de mémoire, vraiment se dégustent dans la foulée. Moi, j'ai pas pu décrocher. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur actu que cette série Resident Alien sur Sci-Fi. Il faut absolument voir ça, se procurer ça. Ok, bah ouais, cette année, on a de la chance en plus.
on a eu, tiens, j'en profite, instant promotion, le nouvel OVNI qui est sorti, on a fait le dossier central sur la série OVNI de Canal+. Et c'est vrai qu'avec Resident Alien, il manquerait plus qu'il nous fasse un téléfilm 120 minutes pour clôturer le projet Blue Book de David O'Leary et on aurait une année qui serait pas mal du tout en série. Alors, pour clôturer cette rubrique, donc les actus et les choix de nos chroniqueurs, Passager 4 pour Géraldine, Conjuring pour Julie et pour Thibaut, Resident Alien. Alors, Conjuring, j'ai dit à ma fille que j'allais aller le voir avec elle. Elle m'a dit non, j'y vais avec ma copine. Même pas, je te vois dans la salle. Voilà. D'accord. J'aurais peur tout seul dans mon coin. Effectivement. Alors, ce que je vous propose, parce que là, on est bien là, on est bien. On va passer à la troisième rubrique, c'est la rubrique culte et c'est Géraldine qui va nous parler aujourd'hui d'un film, un petit film un petit peu à réessayer, qui n'avait pas eu trop de succès à sa sortie. Ça s'appelle Matrix, je crois. Tout à fait. Ouais. Voilà. Alors c'est une trilogie. Il y a Matrix, il y a Reloaded et puis il y a Matrix Révolution. Donc ce film, je ne sais pas si c'est, c'est les frères Wachowski qui l'ont sorti en 1999 et les deux autres c'était 2003. Alors moi je me souviens d'un film incroyable pour l'époque, déjà avec les effets spéciaux, des combats, des déplacements des personnages dans l'espace avec des superbes ralentis, le choix des vêtements, la lumière aussi vert de gris très sombre là, le générique aussi avec les lignes de code et puis en fait tout est très graphique. Mais au-delà de ça, on ressent une pensée quand même teintée de religion et de références philosophiques. Quand on regarde par exemple les trois personnages principaux, Néo. Alors Néo, on pense tout de suite à moi en tout cas, nouveau, ou à Noé, le sauveur, l'élu, qui doit détruire la matrice, qui meurt et ressuscite, qui transmet un message de paix, il veut la fin de la guerre. Enfin bon. Trinity, tout de suite on pense bien sûr au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Je trouve quand même une petite teinte de religion. Donc c'est la guerrière, l'amoureuse, la protectrice. Elle ramène Néo à la vie par amour, donc le sentiment qui fait un peu avancer Néo. Et puis Morpheus fait penser à Morphée, bien sûr, le dieu des rêves prophétiques. Il endort les humains. Alors Néo est un informaticien. Je ne pense pas que ce soit dû au hasard. Cela lui permet d'ouvrir son esprit, pour moi, au questionnement. Est-ce qu'il y a autre chose derrière le réel? Qu'est-ce que la matrice? Et la Morpheus lui répond: elle est partout, elle est le monde que l'on superpose à ton regard pour l'empêcher de voir la réalité. Mais alors, qu'est-ce que la réalité? On découvre que c'est la prise du pouvoir par les machines sur l'être humain, qu'elles cultivent, car c'est leur source d'énergie électrique. Ils sont branchés par des câbles. Alors moi, ça me ramène à notre époque. Nous allons de plus en plus avoir besoin d'électricité, parce qu'il y a les énergies fossiles, en fait, qui vont finir par disparaître. Donc voilà. Après, il y a la matrice. Donc, c'est pour moi une simulation d'un monde qui n'existe plus. Donc, cela permet de garder l'homme sous contrôle. Il faut qu'il se débranche pour en sortir. Mais comment? En ayant conscience qu'il rêve de façon à voir la vérité. Un rêve lucide? Mais un homme, Néo, en serait capable. Il serait donc capable de détruire la matrice et de sauver Zion, la ville cachée des humains. Là aussi, ça rappelle Sion, une ville sacrée dans la Bible. Et pour cela, il doit être aidé à croire en lui, à savoir combattre, à ouvrir son esprit, comprendre que la cuillère n'existe pas, c'est seulement le reflet qui se plie. Comprendre que tout n'est pas réel et qu'il a le pouvoir de tout modifier par la pensée en étant conscient. Donc là, on retrouve aussi le mythe de la caverne de Platon, où Socrate parle d'un monde avec deux réalités, le monde de l'intelligible et le monde sensible. Bon, je ne vais pas développer. Ce questionnement amène aussi à faire des choix. Ils sont présents tout au long des films, en fait. Suit le lapin blanc, référence à Alice au pays des merveilles, la pilule bleu rouge, et puis il y a plein d'autres choix qu'il doit faire aussi. Et il y a Perséphone, un autre personnage, pareil, le nom mythologique, reine des enfers, qui dit « Le choix est une illusion pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui ne l'ont pas. » Ceux qui n'ont pas le choix resteront en ignorance, donc ils continueront à vivre dans l'imaginaire. En philosophie, on dit que la liberté est impossible à l'ignorant. Donc cela voudrait dire que tout est virtuel, ne serait que programme, avec des programmes en piratant d'autres, capables de se cacher pour éviter d'être désinstallés. Le fameux Monsieur Smith, ce personnage qui au début a deux acolytes, tel le Cerbère, a trois têtes, la gardienne des enfers. Ce programme change lorsque Néo le traverse. Il devient lui et Néo. Un programme transformé, modifié, qui devient indépendant de la matrice. Donc un virus, et pourquoi pas Néo, quoi. Enfin,
Alors, bon, Néo finit par trouver la porte et devient lumière. Il y a ce fond dans l'espace, là. Il est dans le système. Il rencontre l'architecte, qui est le programme créateur de la matrice, avec l'aide de la mère. Laura, qui est aussi en mythologie, hein, ça a une signification. Elle donne des réponses et laisse l'humain les interpréter. Il n'y a que par l'architecte équilibre, l'oracle déséquilibre, car l'humain est imparfait, qu'il a besoin de faire des choix. Enfin, mais Néo, il a quand même la 6e version. Hein. Donc, dans Matrix, il fait toujours les mêmes choix. Il libère toujours le gardien des clés. Il rencontre l'architecte qui lui dit la vie est le reste d'une équation déséquilibrée. Donc, Néo est donc une anomalie. Enfin, ne serait-ce pas. Ou alors, c'est la matrice dans la matrice. Bon. Car il est capable dans les 2 mondes de pouvoirs surnaturels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il appuie le sol, il y a des vagues. Enfin bon. Donc, il doit retourner à la source, il doit disséminer son code et ainsi retrouver la première version de la matrice. Enfin, il combat Smith pour éviter que le virus se propage dans la matrice. Il est là pour donner espoir à l'humanité. Mais l'homme va donc rester asservi aux machines. Alors, je vous rappelle la dernière image du 3e film. C'est un ciel plein de couleurs. On peut se poser des questions. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui amènent à une réflexion sur l'homme, son avenir, la machine, l'évolution. Plusieurs lectures sont possibles, c'est énorme hein, quand même. Donc voilà pourquoi ça en fait aussi un film culte. Je vous invite à revoir les films avant de découvrir la suite, parce qu'il y a le Matrix 4 qui va sortir en décembre de cette année. Ensuite, il y a... Pardon ? Pourquoi faire une suite ? Apparemment, ils ont dû trouver des choses à dire. Et puis, il y a d'autres significations. Il y a un livre aussi qui a été écrit par Jean Sansonetti, les mystères de Matrix, où là, lui, il propose une lecture des chiffres et des lettres par la guématrie. Donc, c'est une forme d'exégèse propre à la Bible hébraïque dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des phrases avant de les interpréter. Puis je vous conseille aussi de retourner lire Descartes, parce que là aussi, il y a pas mal de références. Et puis un petit élément surprenant, la date d'expiration du passeport de Monsieur Anderson, qui est le 11 septembre 2001. Qui est quand même assez incroyable. Alors, c'est un coup de hasard. On voit ça. Alors, c'est très discret, hein. C'est au moment de son interrogatoire. Voilà. Donc, sinon, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, ce que j'ai dit. Et ça vous donne envie de réfléchir à notre réalité. Matrix, film culte. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Thierry, c'est dans le 2e ou 3e, où il y a les 2 jumeaux. Et à un moment, ils ont cette réflexion. Ils disent les loups-garous, les sorcières, les ovnis. Eh ben, c'est tout simplement un bug de la matrice. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène ou pas. Absolument pas, parce qu'il faut que je te dise, Matrix et moi n'est pas copains. Je n'ai pas aimé aucun des épisodes. Je trouve que c'est graphiquement bien fait. Tu parlais des noms. T'as Monsieur Smith, c'est le forgeron, c'est peut-être celui qui fait aussi la matrice, j'en sais rien. Mais j'ai pas du tout accroché. C'est trop emberlificoté, il y a trop de nœuds, de détours. Voilà. Bon, bah super. Finalement, Thierry, tu le dis dans ton livre, tu parles. J'ai été étonné parce que dans ton livre, tu te qualifies de sceptique, alors qu'on sait tous en ufologie quel signifiant il peut y avoir derrière ce mot-là. Tu aurais pu en choisir un autre. Moi, tu sais que j'utilise beaucoup le terme d'agnostique. La question que je voulais te poser, elle est en lien avec finalement toute la symbolique aussi de Matrix, hein, qu'a très bien évoqué Géraldine. Alors moi, à contrario de toi, je suis un grand fan, donc j'ai été très content d'entendre Géraldine parler de ce qui est effectivement pour moi reste un film culte. La question que je voulais te poser en lien avec ça, c'est que finalement Matrix nous parle aussi de multidimensionnalité. Comment tu te situes par rapport à ces ufologues qui commencent à chercher de ce côté-là, en écho à tous les travaux publiés dans des revues à référer, qui évoquent justement cette réalité de la matière de l'univers qui serait faite de différents plans de réalité. Est-ce que ça te paraît quelque chose qui serait satisfaisant, intéressant pour expliquer certains traits du phénomène OVNI qui t'intéressent tant ? Oui, absolument. C'est une des pistes à creuser, c'est quelque chose effectivement dont on parle de plus en plus, et ça permettrait d'expliquer peut-être une partie des phénomènes OVNI. Mais le phénomène OVNI, je pense, ne serait pas limité de toute façon à ça. Mais
concevoir un univers qui ait plusieurs plans, plusieurs dimensions, ne me pose aucun problème. Deux petites choses, parce que vous savez peut-être que OVNI et Conscience 2, justement, sort bientôt. Parce que, alors, je sais pas, toi Thierry, ce que tu as pensé de quand OVNI et Conscience est sorti, ce livre avec écrit à plusieurs mains, avec Diman, avec Bouvin, avec Philippe Solal, parce que il a été un peu clivant à l'époque quand même quand il est sorti. Je dirais qu'il y a de bonnes choses et puis il y a d'autres choses auxquelles je n'adhère pas. OVNI et Conscience, c'est un livre qui offre des pistes de réflexion, je pense. Après, je n'irai pas jusqu'à adopter les conclusions que certains ont adoptées. En tout cas, c'est une belle illustration des désordres de l'ufologie que tu évoques, puisque ça a donné lieu à une très belle promesse en l'espèce au travers du laboratoire Aimé Michel, affaire qui a fait pchit, si je puis dire, en l'espace de quelques mois, quoi. Donc c'était encore bien l'illustration là que je crois que même entre eux, le torchon a brûlé assez vite. Pour la petite histoire, j'étais dedans, hein, donc je peux vous en parler. Non, oui, ça a cramé tout de suite, quoi. Oui, on avait Philippe Solal, nous, qui devait venir en congrès, justement, juste celui d'avant de l'apparition du bouquin. Ouais. Et il s'est désisté 4 jours avant le congrès. Ça nous a laissé peu de temps pour nous retourner. Mais du coup, ça nous a permis de faire la connaissance de Franck Morin, qui s'est gentiment rendu disponible. Ouais. Franck Morin qui sort d'ailleurs, je crois, son nouveau bouquin aussi, non? Tout à fait. Absolument, ouais. Franck Morin, le président du CIPO, qui lui aussi fait une lettre au président, enfin je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas encore, et qui sort son bouquin, ou qui l'a sorti là, mais je crois que c'était chez GMG, non, je ne sais plus où c'est par contre. Les plus jeunes, les plus vieux d'entre nous se rappelleront de Fab, la lettre au président. J'écris une lettre au président. Ça là, c'est un gag pour. Arrêtez d'écrire au président, il a plein de choses à gérer, il a autre chose à foutre, merde. Non, je plaisante. Mais ça serait intéressant de faire l'histoire, effectivement, des tentatives d'alerte du monde politique. Finalement, la plus réussie là-dedans, c'est encore le rapport Cometa, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, parce qu'au moins là, il y avait quelque chose qui tenait lieu d'un espèce de point sur la question. Et surtout, il y avait cette idée que il faut que la défense s'y intéresse. C'était vu du point de vue de la défense nationale. Et là, on voit bien avec tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment spécialement, que finalement, la connectique, elle est là. Et peut-être ce qui va faire surgir une forme, je dis bien une forme de révélation, c'est peut-être justement quand il y aura cette prise de conscience-là. Mais sinon, c'est vrai qu'il y avait eu un ufologue qui s'appelait Philippe Schneider, à l'époque, dans les années 70, qui avait aussi tenté d'alerter les autorités. Il y a eu Pinon, tu en parles, Thierry, l'amiral Pinon. Il y avait eu, je crois, Jackie Causan aussi avec l'Académie d'ufologie. Enfin, il y a eu moult et moult tentatives comme ça. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais qui le plus souvent sont restées complètement lettres mortes. Et le CIPO aujourd'hui, mais je crois qu'OVNI Languedoc fait partie du CIPO, Thierry, non? Alors, oui, ça a été toute une histoire, ça, oui. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles? Parce que moi, CIPO, je n'arrive pas à savoir ce qu'ils font actuellement. Le CIPO, à la base, c'est faire une espèce de leaflet, de flyer, enfin, un formulaire que l'on pourrait distribuer, enfin, que l'on a distribué aux médias. On l'a porté à la connaissance des médias, du gouvernement, des élus en général. Donc, c'est une forme d'alerte, effectivement, du monde public, de l'État, des médias mainstream, sur le phénomène OVNI, sur le fait qu'il mérite d'être pris en considération d'une autre façon peut-être plus adaptée à sa réalité. C'est parti, en ce qui me concerne, c'est parti d'une idée de Franck Morin. Pendant longtemps, quand ça nous a été présenté, c'était Franck Morin qui en était à l'origine. Bon, après, il y a eu, je ne sais pas, ça a évolué. On l'a suivi d'un peu loin. On soutient, comme tu dis, hein, Pascal, on soutient. On soutient le mouvement parce que je pense que c'est important d'une part de soutenir des gens comme Franck et d'autres avec qui on est des potes. Et d'autre part, ça ne peut pas faire de mal de toute façon, même si ça n'aboutit à rien. Et voilà, parce que moi, je ne vois rien venir. Bon, on s'est fait dégager comme des malpropres, mais ça, on en a déjà parlé. Oui, mais je ne vois rien venir du coup du CIPO. Donc, c'est ça, moi, je dis, depuis août, quelles sont les actions menées par le CIPO, puisque justement, le but, c'est de prévenir les médias. Moi, c'est ça qui me. Alors, Isidore, le développement ufologique de Toulouse, essaye un petit peu de dynamiser tout ça avec de nouvelles actions, un nouveau texte qui est en train de rédiger Franck, à suivre.
Bon, d'accord. Enfin, nous, on est là en tant que soutien et parfois conseiller ou donneur d'idées, mais on n'organise pas un soutien. Bon, c'est pas tout The Star Academy encore cette histoire. Hein. On rappelle que aux États-Unis, en juin, ils ont un rapport au UAP, effectivement. Bon, on a un petit peu divergé par rapport au terme de Matrix. Ce que je vous propose maintenant, on va repartir un petit peu dans l'univers obscur des possessions avec Julie qui va nous parler d'Anne-Lise Michel. C'est bien ça? Gros dossier. C'est bien ça. C'est vraiment le plus gros cas connu de possession. Il a d'ailleurs fait l'objet de 3 films, dont celui intitulé L'exorcisme d'Emily Rose, pour ceux qui l'ont vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était bien celui-là, voilà, ouais, il était chargé celui-là, effectivement, ouais. Assez chargé, effectivement, ouais. C'est une Allemande, en fait, Anne-Lise. Pardon? C'est une Allemande, donc c'est un cas allemand. allemand. Oui, c'est un cas allemand, ouais. Je l'ignorais, effectivement. Ouais, et je ne sais même pas à quelle date ça s'est passé, à peu près, ce cas. C'était dans les années 70. Donc, il y a eu plusieurs étapes, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, Anne-Lise, elle est née le 21 septembre 1952 en Allemagne de l'Ouest. Elle est issue d'une famille vraiment très catholique, très pieuse, hein, composée de ses parents et de ses 4 sœurs, dont Anne-Lise est l'aînée. Mais Anne-Lise, en fait, depuis sa petite enfance, sa plus tendre enfance, elle a des soucis, elle a une santé fragile au départ. Je le dis parce que ça peut être important dans l'histoire. Donc, quand elle a 16 ans, donc on va démarrer de là, elle commence à avoir des absences lors d'une discussion et le soir même, elle se met à trembler. Elle contrôle plus son corps, elle peut même plus appeler à l'aide. Hein, donc, c'est quelque chose d'assez grave. Elle va consulter un neurologue qui va lui diagnostiquer en fait une épilepsie qui la conduira ensuite dans un hôpital pendant 1 an avec un traitement, mais qui ne fonctionnera pas. Ces problèmes de santé vont s'aggraver. Une tuberculose va s'y ajouter et qui la conduira d'ailleurs dans un sanatorium. Donc, pareil, hein, elle va avoir des différents traitements médicaux, mais pendant son séjour, elle va commencer à avoir des visions et elle va commencer à parler des Fratzen. Alors, je vous explique brièvement ce que veut dire Fratzen. En allemand, la correspondance, c'est visage, grimace, monstre. Et dans ce cas précis, en fait, elle évoquera effectivement des visages démoniaques, carrément. Hein. Qu'elle verra quasiment à longueur de journée, mais plus particulièrement au moment de sa prière. Hein. Parce qu'on le rappelle, elle est issue d'une famille très pieuse. Donc, on continue. Hein, toujours d'autres traitements lui seront administrés, mais cette fois pour soigner plusieurs troubles mentaux, dont la schizophrénie. Alors, je vais appuyer le mot schizophrénie parce que c'est ma vision des choses. Ce mot-là est souvent utilisé pour donner un mot au mot. Il est souvent posé comme diagnostic, en fait, comme passe-partout dans les cas de possession et de phénomènes paranormaux. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez déjà sur ce point. C'est vrai que c'est compliqué. Disons que on va dire que médicalement, c'est un petit peu ce qui passe partout, quoi. C'est-à-dire, bon, là, on comprend pas bien, c'est de la schizophrénie, quoi. Mais ce qui est intéressant avec Anne-Lise Michel, je sais pas ce que tu en penses, Thierry, mais c'est vrai qu'on se demande des fois si on peut pas faire des parallèles justement avec Rose C quelque part. Ah si, tout à fait, oui. Là, tu parlais de visage. Rose C voyait le visage de son extraterrestre qui venait lui délivrer des messages pendant 30 ans, quoi. Non, plus, quasiment 50 ans. Il y a des parallèles, c'est sûr. Et est-ce qu'elle avait fait justement des diagnostics psychiatriques ou autres? Alors, justement, l'une des 2 personnes que je n'ai pas pu rencontrer, qui a refusé, était le médecin qui s'était occupé d'elle. Je n'ai pas eu accès aux dossiers médicaux qu'il avait constitués. Il a refusé de m'en parler. Ce n'était pas dans les archives de Véronica. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que ce médecin l'a vu probablement une bonne dizaine de fois sur plusieurs années. Et il a fait pratiquer des examens. C'est ce que m'ont rapporté les anciens membres de Véronica et de Palmos. Mais je n'ai pas la nature du dossier. Mais c'est vrai que pour répondre à Julie, il
la schizophrénie aujourd'hui, enfin voilà, ça peut être le truc un peu passe-partout. C'est ça. Bon, après, d'un autre côté, c'est difficile pour un médecin de dire, bon, bah, cette personne est possédée, donc il faut la tremper dans l'eau bénite, quoi. C'est un petit peu compliqué aussi, on peut comprendre. Ouais, c'est exactement ça. Si on se replonge un mot. Si on se replonge dans l'histoire de l'ufologie que connaît bien Thierry, faut savoir qu'il y a eu quand même des théories dans les années 80, tu m'arrêtes Thierry si je dis des bêtises, notamment qui avaient été, développées par un certain Jean-Michel Lesage et un ufologue qui est beaucoup plus connu qui s'appelait Jean Sider, et qui voyait dans les extraterrestres des manifestations démoniaques. Alors c'est vrai que quand on se penche dans le folklorisme, qui est beaucoup plus en vogue aux États-Unis, ces rapprochements qui ont pu être faits entre folklore et phénomènes ovni contemporains, dont s'inspire beaucoup d'ailleurs Jacques Vallée, on retrouve quand même un certain nombre de similitudes. Et on retrouve ça également dans les travaux de John Mack. Là, je raccroche un petit peu à l'ufologie pour notre invité. Mais il faut rappeler quand même que beaucoup d'expérienceurs d'abduction se retrouvaient psychiatrisés. Là où, en tout cas, quelqu'un d'éminemment sérieux comme John Mack, il voyait quelque chose d'objectif, un véritable trauma et une expérience sensible véritable. Donc, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Sur Anne-Lise Michel, on est un peu là-dedans. Il y a quand même eu des prêtres exorcistes qui ont trouvé le cas assez sérieux. Et on sait qu'au niveau de l'Église catholique romaine, ils ont plutôt tendance à... On va peut-être laisser justement Julie dérouler le cas, effectivement, par rapport à Anne-Lise. Donc, je repars dans mes explications. Donc, en 1973... donc ses parents vont demander, pardon ? Elle a 21 ans donc. Ouais. Ils vont demander à un prêtre local de procéder à un exorcisme, mais qui sera refusé puisque ça ne se demande pas comme ça. On va dire ça comme ça. Et il faut pouvoir répondre à plusieurs critères. Donc le premier critère, c'est parler ou comprendre une langue morte ou inconnue. Et ça nous ramène à ce qu'on avait... J'ai oublié comment ça s'appelle, mais... La xénoglossie. Xénoglossie, voilà, notez-le, xénoglossie. Au Scrabble, ça peut vous faire gagner une partie. Xénoglossie, voilà. Ouais. Tu mets ça sur le Scrabble et tu peux partir. C'est bon, c'est tranquille. Ensuite, être capable de relater des faits dont on ne devrait pas avoir connaissance. Et avoir une force décuplée. Donc, ce qui n'était pas le cas à l'époque pour Anne-Lise. Attends, vu les trois trucs, ils ne doivent pas souvent être emmerdés, les prêtres exorcistes, quand même. Ils ne doivent pas se faire voilà. C'est ça. Après, il y a certaines choses qu'on retrouve chez Rose C, comme les prédictions, qui sont apportées par cette entité, qui n'a d'ailleurs physiquement, quand elle le voit, cette entité n'a rien à voir avec les trois géants qu'elle a vus. Ouais. C'est l'homme C'est l'homme au hublot. C'est ça, l'homme au hublot. C'est dur à dire. J'avais compris le hublot. L'homme au hublot. Ouais. Et il lui fait passer des messages qui, parfois, sont analysés a posteriori, évidemment, comme étant des prédictions. Par exemple, la tentative d'assassinat du pape. Elle avait parlé de la tentative d'assassinat de Norman Blanc, des tremblements de terre, tout ça. Donc, il y a des visions, et je pense que, en t'écoutant, Julie, je pense qu'elle n'aurait pas forcément analysé ça comme étant un extraterrestre si elle n'avait pas au préalable rencontré ou dit avoir rencontré trois entités dans la garrigue. Elle aurait peut-être eu une analyse tout à fait différente. Ou christique, ouais, effectivement. Enfin, démonique sur le coup. C'est intéressant, justement. Tu vois, je pensais pas que quand vous aviez constitué cette émission, qu'on ferait des transversalités entre Anne-Lise Michel et Rose C, effectivement. Mais comme quoi, voilà. La frontière est souvent très mince, effectivement. Exactement. Donc, au final, les exorcistes vont dire, bon, bah, elle rentre pas dans les trois cases, nous, on n'y va pas, quoi. Pour le moment. En fait, il faudra patienter pendant deux années pour pouvoir... de calvaire, j'imagine, pour Anne-Lise, quoi. De calvaire, oui. Et de toute façon, son état de santé va s'aggraver entre-temps. Ses crises vont être de plus en plus violentes.
Et donc 2 ans pour que le père Renz puisse enfin obtenir l'approbation de l'Église pour pouvoir pratiquer un exorcisme. Donc il va effectivement enchaîner les séances à raison de 2 séances par semaine, c'est énorme. En duo, parce que le père Renz en fait ne maîtrise pas la situation, mais alors du tout. Donc il se fait aider. Le père Alt lui-même en fait validera le fait qu'Annelise ne souffre pas d'épilepsie ni d'autres troubles mentaux, mais fait bien l'objet d'une possession, tout simplement. Donc pendant les séances, il faudra jusqu'à 3 personnes pour la maintenir, et ils prendront finalement la décision de la maintenir par les chevilles et les poignets, ce qui se fait malheureusement, qui au passage vont évidemment s'abîmer. Ah, parce qu'ils la maintiennent attachée tout le temps, quoi. Ils sont obligés, ouais. Ah ouais. Sans compter les génuflexions aussi auxquelles elle est assujettie, qui lui brisent les genoux carrément. Elle peut plus tenir debout, ouais, effectivement. Alors, les séances ne donnant finalement pas vraiment de résultats, ils vont pouvoir pratiquer un rituel romain de 1614, donc c'est un rituel bien particulier, qui est censé être beaucoup plus puissant. C'est grâce à ce rituel que l'on va avoir les enregistrements bien connus de ce cas. Et donc c'est le 24 septembre 1975 qu'il sera pratiqué, très précisément. Plusieurs voix émaneront d'Annelise. Je vais pas toutes les citer, mais principalement Lucifer, Néron, Judas et Hitler, étonnamment. Les enregistrements, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est quand même assez particulier. Au-delà du fait que ce soit glaçant, c'est terrible. Enfin, on sent la souffrance déjà, et on se demande comment c'est possible que ça puisse sortir du corps de cette jeune fille et malade. En plus de ça, c'est impressionnant. Ouais, Caglo, quand même, elle va s'en sortir ou pas au final? Non, elle va pas s'en sortir. En fait, son calvaire, si je peux dire ça comme ça, puisque son éteinte prendra fin dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1976. Donc un peu moins d'1 an après. Ouais, c'est ça. Super. Ouais. Donc en mars 78, on va avoir un procès pour homicide par négligence. Bah ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. Le souci, c'est que les enregistrements audio n'ont pas été gardés comme pièce à conviction, parce qu'il n'était pas possible de prouver l'authenticité de ces bandes. Les médecins, quant à eux, soutiennent qu'Annelise était bien malade, atteinte d'épilepsie et de dépression. Mais malgré ça, le cerveau n'était pas atteint. Il n'y avait aucune lésion ou anomalie. Donc, la conclusion... Elle pesait combien à la fin de sa vie? J'ai pas l'information, mais sa mort... Elle avait complètement cessé de s'alimenter, en tout cas, ça c'est clair. Oui. Donc c'est en partie la cause de sa mort, avec une pneumonie en plus, je pense. On conclura sa mort par déshydratation et malnutrition, et effectivement, elle avait une pneumonie en même temps. Ouais. Bon, comme quoi, mais je rejoins Thierry, peut-être que dans un autre cadre, c'est toujours pareil. Sur le démon, on serait parti sur de l'extraterrestre. Ce cas est terrible parce que c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi les parents n'ont pas hospitalisé, quoi. Enfin là, c'est peut-être leurs croyances qui les ont un petit peu enfermés aussi dans quelque chose un cas pas très très sympa quand même. Effectivement, je le connaissais pas très bien. Je vais essayer d'écouter ces bandes justement, pour voir un petit peu. Mais bon, après on se rappelle, c'est vrai que les bandes parfois, on se rappelle les séances sous hypnose des époux Hill, où le père Hill gueule comme un porc là-dessus. Enfin moi j'ai essayé de les écouter, c'est inaudible parce que le mec il se pète les cordes vocales, quoi. Là c'est un peu pareil. On se dit mais comment on peut se mettre dans un tel état et gueuler comme ça, quoi. C'est assez terrible, effectivement. Dans le cas d'Annelise, ça prend une connotation particulière parce que je pense que ça nous rappelle tous un film qui a quand même marqué, qui est L'Exorciste, évidemment. Oui, bien sûr. Et c'est surtout le fait que Annelise était capable de produire plusieurs voix, mais apparemment plusieurs voix différentes quasi simultanément.
ça. Donc là, on est quand même dans quelque chose d'assez exotique, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que L'Exorciste sort en 1973. Je le sais, c'est l'année de ma naissance. Et donc, Annelise déclenche ses problèmes en 74, alors, c'est ça? En 73 ou 74 Ouais. 73. 73, ouais, alors on peut se demander si. C'est vrai qu'on pourrait se demander est-ce qu'elle a vu le film, est-ce que ça a joué un rôle ou autre. C'est vrai. Elle entendait depuis de nombreuses années quand même des voix de démons qui s'adressaient à elle, et qui se présentaient comme étant. Et ça, c'était bien antérieur à. Après, ça peut correspondre. Ouais. Bah, 73, c'est l'année où finalement il s'adresse à l'Église. Donc. D'accord, ouais, donc c'était. Mais je sais pas si tu seras d'accord, Thierry, mais je pense que tu vas l'être. Moi, ça me fait penser à ces ufologues qui vont parfois un petit peu les pieds devant sur des cas un petit peu particuliers où la personne se dit avoir été abductée, continuer à être abductée. Moi, j'ai toujours été extrêmement frileux, peureux même, je dirais, sur ces cas-là, parce que je suis pas médecin. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Dans tous les cas, de toute façon, le témoin, il est abordé avec beaucoup d'attention. Que ce soit dans le questionnaire qu'on va lui faire, il faut que les questions n'apportent pas de réponse, il ne faut pas l'influencer. Donc, encore plus dans le cas potentiellement dans ce cas-là, il faut être précautionneux. Après, je vois pas vraiment de raison de l'aborder différemment, à part ce surcroît de précaution. Il faut y aller sans a priori, même si tu penses dans ton fort intérieur que la personne que tu as en face de toi est tarée ou qu'elle a raison, peu importe. Tu y vas sans a priori, quel que soit le cas, même s'il s'agit de ce genre de choses. Ok. Bon. Il y a un bouquin de Nicolas Dumont qui sort, qui s'appelle Clinique des abductions. Nicolas Dumont, c'est, à ma connaissance, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais le psychologue qui accompagne le séro. Accompagné, voilà. Sur l'étude, là, en termes de psychologie clinique des abductés. Et c'est très, très intéressant. Il faut entendre ce monsieur. J'ai pas encore lu le livre, mais j'ai assisté à des interventions pour le coup, là, de ce professionnel de la psychologie. Qui va plutôt dans le sens de John Mack, c'est-à-dire qui, sans se prononcer définitivement sur la nature profonde du phénomène, il voit quelque chose qui, en tout cas, est une forme d'anomalie d'un point de vue clinique. Donc, c'est assez intéressant. Et en dernier écho à tout ce qu'a dit Julie, on a de nombreux cas d'abductés où les abductés, alors là aussi, c'est une transversalité avec les expériences de mort imminente, comme les expérienceurs de NDE, certains abductés rencontrent le Christ, Bouddha, Jéhovah. C'est quand même assez courant. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du salmigondi. Ça sème le trouble, en tout cas, auprès des ufologues, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui est un petit peu embêtante pour nous, qui étudions ça, mais c'est une réalité. Ouais. Bon, et puis on salue Jacques Vallée au passage, qui a abordé cette transversalité bien avant tout le monde. Jacques Vallée qui doit sortir un nouveau bouquin dans pas très très longtemps. Julie, merci beaucoup pour cet éclairage sur Annelise Michel. C'est vrai que j'avais vu le film américain, mais comme c'était un film américain, je m'étais dit bon, ils ont un peu gonflé le truc. Mais non, au final, c'est une histoire qui finit pas très très bien quand même, pour pas dire très très mal. Bon, bah écoutez, et le film s'appelle comment, tu te souviens ou pas? L'exorciste d'Emily Rose. L'exorciste d'Emily Rose. Ouais, c'est le film le plus récent, qui est directement inspiré d'Annelise Michel. De ce cas, oui. J'aime bien l'actrice en plus. C'est la sœur de Dexter, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Dexter, le serial killer, effectivement. Julie, merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, puisque là, on est passé dans l'espace extra-atmosphérique en termes de timing, eh bien, c'est que Thibaut nous parle de son... Alors, on est sur la 5e rubrique, un livre, un film, et je crois que tu vas nous parler de « Je suis une légende ». Oui, absolument. Alors ça tombe bien, c'est la dernière rubrique, donc je vais essayer de faire vite. Et après, on va cuisiner notre ami Thierry. Alors, lorsqu'on a réfléchi à effectivement les différentes rubriques de ce Ufostrophe, moi j'ai voulu faire un petit clin d'œil à l'actualité pandémique. Et pour ça, il fallait absolument que je coche. Je pense que ça va faire plaisir au littéraire qu'est notre invité de ce jour.
j'ai voulu parler de ce qui est pour moi vraiment un des bouquins qui m'a le plus scotché. Alors, il faut dire que moi, je suis un fan vraiment fou de Richard Matheson. Richard Matheson, c'est un écrivain fantastique de SF qui a inspiré vraiment des grands. Stephen King le cite comme étant vraiment un de ses inspirateurs. George Romero aussi, évidemment. Je suis une légende, c'est son premier bouquin. C'est son premier bouquin paru en 54 et qui va être adapté au cinéma 3 fois. On va en reparler brièvement, soit en 64, 71 et 2007, qui est la version la plus connue, évidemment, avec Will Smith. Donc, alors, pandémie, parce que le roman relate un petit peu le destin tragique de celui qui est le dernier homme sur Terre, tout simplement. Le seul être humain à ne pas avoir subi les conséquences d'une pandémie mondiale qui a transformé un petit peu tous les humains, peu à peu, en créatures qui ressemblent dans le bouquin de Matheson, finalement, qui sont à mi-chemin entre le vampire et le mort-vivant de Romero, un petit peu, hein, d'où l'influence pour les films de George Romero. Donc, le pitch, hein, pour faire vite, c'est donc Robert Neville. C'est le personnage principal. C'est un petit peu, il faut le dire, hein, moi j'ai toujours été intéressé aux romans qui traitaient de la solitude. Parce que je trouve que là, ça prend une dimension philosophique. Je suis un fan fou aussi du Robinson Crusoe de Defoe, parce que je trouve que c'est un roman qui confine à l'universel, puisque finalement le sentiment de solitude, le sentiment d'être prisonnier de son âme, c'est finalement la chose qu'on va avoir le plus en commun entre humains. Et donc lui, en fait, Robert Neville, il a été immunisé à la suite d'une morsure de chauve-souris. On ne dit pas vraiment comment ça s'est passé. Il a fait une guerre au Panama. Il a été, semble-t-il, de ce fait-là immunisé, sauf que c'est le seul. Et cette épidémie, donc, qui est causée par un espèce de bacille, hein, crée des êtres décharnés, cannibales, qui s'entretuent entre eux, qui n'ont pas du tout finalement de solidarité entre eux, hein, qui forment pas un corps social, comme on le verra dans le film de Charlton Heston, où là, les créatures deviennent la famille. Il y a une forme de solidarité entre eux. C'est pas franchement ça dans le bouquin initial. Ils sont évidemment, comme les vampires, trop sensibles aux UV pour survivre le jour. Et Robert Neville, lui, tient depuis 3 ans dans une maison barricadée, fortifiée. Il sort finalement le jour à la recherche de produits de première nécessité. Il rentre chez lui à la tombée de la nuit. Il vit dans la hantise de la mort de sa femme et de sa fille, élément qu'on va retrouver dans le bouquin de 2007, et il se réveille finalement dans un climat d'horreur, là qu'on retrouve plus dans la première version de 64. Hein. Le jour, quand même, il profite de l'inertie des vampires pour les tuer. Ça, on retrouve bien ça dans la version avec Will Smith. Et c'est un homme assez torturé. Alors ça, par contre, on le retrouve pas vraiment dans les versions cinématographiques. C'était un petit peu trop difficile de traduire ça un petit peu trop profondément dans les versions hollywoodiennes. Mais très clairement, dans le bouquin, c'est un homme qui noie son chagrin dans l'alcool, qui se laisse aller au désespoir. Mais c'est aussi un homme scientifique, un homme rationnel, hein, qui a quand même cette démarche scientifique et essaie de comprendre. Qui essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, voilà, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage que je conseille, hein, qui est devenu un espèce de classique, hein, de la beat lit, comme on dit, hein, cette littérature consacrée effectivement aux canines pointues, qui a donné d'ailleurs évidemment des chefs-d'œuvre, évidemment le bouquin de Bram Stoker, mais aussi toute la série des bouquins de Anne Rice que je conseille à ceux qui ne les auraient pas lus, les aventures de Lestat le vampire, hein, évidemment. Aussi. Voilà. Alors là, c'est vraiment un bouquin qui est précurseur du genre apocalyptique. Et là, justement, on est complètement dans l'actualité d'aujourd'hui. Matheson préfigurait, finalement, ce faisant, tout un pan de l'univers de la SF contemporaine, avec une humanité en déroute,
des paysages ravagés qu'on retrouve dans tout un tas d'œuvres post-apocalyptiques, type Mad Max, bien sûr. Et puis la pandémie mondiale, évidemment. Là, c'était plus, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, finalement, c'était plus la crainte d'un anéantissement, d'un holocauste nucléaire. En 54, on était plus clairement là-dedans. D'ailleurs, on retrouve ça dans la version avec Charlton Heston, The Omega Man de 71, où là, finalement, c'est plus du tout une pandémie qui transforme les gens en vampires, c'est plus les conséquences d'une guerre bactériologique qui aurait opposé dans le film la Russie et la Chine. Donc, on voit bien que ce bouquin-là a donné des déclinaisons très très différentes, finalement, un peu en fonction de l'époque. Je le disais, Je suis une légende, c'est vraiment Robinson Crusoe chez les vampires qui n'ont rien, mais alors rien de créatures romantiques comme on les retrouve dans l'œuvre de Rice. Là, on est vraiment dans une réflexion à la fois sur la solitude humaine et puis sur la notion d'altérité. Et c'est là-dessus, finalement, que se conclut un peu le bouquin, qui est le monstre, finalement. C'est aussi quelque chose qui analyse un petit peu, et c'est ça toute la finesse de ce bouquin-là, finalement, la question de la minorité. Finalement, Robert Neville est devenu la minorité. C'est l'humain qui n'a pas été contaminé, et c'est ça qui fait la force de ce roman, c'est l'analyse de la notion de monstre. Voilà, l'autre, c'est finalement une question de point de vue. Alors, je le disais, il a été adapté au cinéma à 3 reprises. La première version, c'est un film italien avec Vincent Price, qui est un habitué des productions de la Hammer. C'est un film de 1964 qui s'appelle initialement le dernier homme sur Terre. Donc film italo-américain qui s'inspire assez directement du bouquin de Matheson, qui est assez proche, puisque là on retrouve vraiment les vampires affaiblis en journée, le personnage qui s'appelle plus Robert Neville mais qui s'appelle Morgan parcourt la ville avec des pieux de bois, repère les refuges de morts vivants pour s'en débarrasser. Il essaie de communiquer là aussi à l'aide d'une radio, comme dans le film de 2007, pour essayer de trouver d'autres humains, mais il se heurte à cette immense solitude. C'est la première version, et elle a été beaucoup rétrospectivement comparée à La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero, qui date de 68, qui s'en est beaucoup inspiré sur le plan visuel. On a une autre adaptation de 1971 qui s'appelle Le Survivant, The Omega Man, donc réalisé par Boris Segal avec Charlton Heston. Alors pour la petite histoire, je l'ai regardé hier, j'ai trouvé qu'il avait vraiment terriblement vieilli. C'est dur. C'est très très dur. C'est dur. Alors là, bon voilà, je vous en ai dit 2 mots tout à l'heure sur la guerre bactériologique, donc j'y reviens pas. Ce qui est intéressant, c'est que le projet va se monter vraiment à l'initiative de Charlton Heston, dont on sait qu'il avait fait toute une seconde carrière finalement, Charlton Heston, dans les films de SF. On va le retrouver dans Soleil Vert, dans La planète des singes évidemment, et qui avait découvert le bouquin de Matheson dans un voyage en avion, et qui ignorait complètement la première version de 64. Première version qui, pour d'obscures raisons, est tombée dans le domaine public assez vite. Et donc, ce livre est assez peu fidèle au livre de Matheson. Donc, ça en fait une version un petit peu particulière. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a mon petit vampire qui est passé derrière. Bon, voilà. Désolé pour le quasi direct qu'est cette émission. Et puis alors bien sûr en 2007, je termine là-dessus, Je suis une légende, film américain de Francis Lawrence avec Will Smith. Donc là, moi je me rappelle à l'époque où ce film était sorti, j'étais déjà un grand fan de Matheson. Donc je nourrissais d'immenses espoirs sur ce film. Espoir, je ne vous le cache pas, extrêmement contrarié, déçu, puisque je trouve le film assez médiocre. Il est quand même rentré dans l'histoire pour tout plein de petites raisons, notamment la scène de flashback qui montre l'évacuation, l'explosion du pont de Brooklyn. C'est la scène la plus chère jamais tournée à New York. 6 jours de tournage pour $6 millions à l'époque.
Il y a un tas de trucs qui sont assez intéressants. Il y a des petits clins d'œil. Par exemple, déjà là en 2007, on trouve dans une des scènes du film, on aperçoit une affiche de Batman versus Superman, un film qui finalement va sortir beaucoup plus tard, mais qui était en commande par Hollywood auprès de Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen, c'est, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le réalisateur de L'Histoire sans fin, pour les amateurs de films fantastiques. Exactement. Et là, on est dans une version où, bon, Will Smith est censé être un scientifique, un virologue. Déjà, là, on a beaucoup de mal à adhérer. Je veux dire, Will Smith en virologue, c'est quand même très compliqué. Mais non, pourquoi? C'est un très bon acteur. Le problème aussi en 2007, c'est qu'on avait une maîtrise des images de synthèse qui n'étaient pas forcément au point. Ah ouais, qui était dégueulasse, quoi. Du coup, les monstres du film sont pas forcément hyper réussis finalement. Ah ouais. Ça, à l'aune de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le numérique, c'est un peu compliqué. Et puis il y a eu une fin alternative puisque là je pense qu'on peut spoiler, c'est un film qu'à peu près tout le monde a vu. Ça va, dans la fin initiale, le personnage de Robert Neville sauve l'humanité finalement au prix de sa vie. Ça avait un petit peu effarouché un certain nombre de gens dans le panel. Vous savez, tous les films hollywoodiens passent d'abord devant un panel représentatif de téléspectateurs qui donnent leur avis. Et du coup, il y avait une fin alternative qui n'a finalement pas été retenue, mais qu'on trouve un petit peu en bonus sur les versions DVD Blu-ray. Donc, il faut regarder ce film dans les versions DVD Blu-ray. Et dans la fin alternative, le docteur Neville n'a pas à se sacrifier. Les contaminés, finalement, lui laissent une chance de permettre à ce fameux virologue de les guérir, et ils rejoignent une zone militarisée à l'abri. Donc finalement, on est dans du post-apocalyptique gentil dans cette fin alternative. Alors toujours est-il que voilà, ce que je voulais dire, c'est une assez triste illustration. C'est-à-dire que finalement, ces trois films qui n'ont pas marqué l'histoire du cinéma, selon moi, on a un bouquin qui est absolument génial, qui est peut-être un des plus grands bouquins fantastiques qui ait jamais été écrit, et qui a donné un film sans grand intérêt, le premier, un film complètement médiocre, le second, et un film complètement raté, le troisième. Donc du coup, l'idée de cette séquence, si tu nous écoutes, un bouquin, un film, c'est plutôt de vous dire, replongez-vous dans le livre de Richard Matheson. Achetez le bouquin. Voilà, achetez le bouquin. Richard Matheson, c'est aussi l'auteur de L'homme qui rétrécit, de La Maison des damnés, qui est peut-être le livre, moi, qui m'a foutu le plus les chocottes de toute l'histoire de ma petite existence. Donc il faut connaître Richard Matheson. Voilà. Pour la petite histoire, Matheson, c'est aussi, dans la plus pure tradition anglo-saxonne, un grand novelliste. Donc, quelqu'un qui a écrit des nouvelles géniales et qui avait participé aussi à beaucoup d'histoires de la 4e dimension. Et notamment, vous vous en souvenez tous, cette histoire, alors là, on en revient à l'ufologie, où un type embarqué dans un avion voit sur l'aile d'un avion un extraterrestre qui s'est posé. Il est le seul à le voir. Il pique des crises d'épilepsie, il craque complètement. Ça, c'est dans le film, la 4e dimension, le film. Ouais. Voilà, de Spielberg. C'est absolument génial. C'était une des plus grandes séquences de la 4e dimension. Et ça, c'était signé par Richard Matheson. Donc, Richard Matheson, on dira jamais assez, vraiment grand auteur de science-fiction qui s'est intéressé à peu près à tous les domaines. En fait, je devrais dire grand auteur des littératures de l'imaginaire. Voilà. Timing parfait. C'est parfait, Thibaut. Tu as tout à fait respecté les 5 minutes qui t'étaient. Ouais, vous avez vu hein. Ah ben moi, tu me donnes 5 minutes, je te fais un petit quart d'heure. Il n'y a pas de souci. Hein. T'es chronométré. Alors, moi, j'ai une petite question quand même, les amis, parce que alors, je sais que Thibaut est un fin connaisseur du cinéma, de morts-vivants. Thierry, j'imagine aussi que tu connais un petit peu, mais les morts-vivants, au début, c'est des morts qui reviennent de l'enfer. Après, c'est des virus. Et puis aujourd'hui, la grande tendance, c'est que les morts-vivants, en fait, c'est une intervention extraterrestre qui crée les morts-vivants. Et j'en tiens pour preuve le film qui va sortir sur Netflix de Zack Snyder, je crois, qui s'appelle L'Armée des Morts,
avec le gros catcheur, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est aussi dans Les Gardiens de la Galaxie. J'ai l'impression qu'on est en train de transformer The Walking Dead, la série The Walking Dead, où le scénariste avait l'air de dire à un moment, en fait, les morts vivants, c'est les extraterrestres qui sont venus. Et puis Thibaut, il y a le fameux film de Varmush aussi, Varmush, comment on dit? Ouais. Varmush. Ouais. Alors, je t'arrête, Pascal, parce que c'est une vieille idée, ça, en fait. Tu retrouves ça dans Ed Wood, Plan 9 from Outer Space, qui date des années 50. Plan 9 from Outer Space, c'est quand même le plan 9. Parce que, alors, on imagine quand même les 8 autres. Ils ne sont pas décrits dans le film, mais ça te donne une idée. Le plan 9, c'est en fait les extraterrestres qui raniment les morts pour se débarrasser des vivants. C'est vraiment complètement le pitch du film. Donc, tu as déjà cette espèce de syncrétisme entre film de morts vivants, il y avait aussi Vampira qui était sur place, et film d'extraterrestres. Tu sais que la conférence de Fuveau, il faudrait que tu nous la fasses en émission quand même, parce que mais on pourrait, tout à fait. Plan 9, c'est quand même un truc de fou. Tu m'avais raconté que le mec, il était cané pendant le film, ils ont pris le kiné qui se mettait comme ça pour pas qu'on le reconnaisse. Enfin, bon, il y avait Bela Lugosi à la base, qui était le copain de Ed Wood. Alors là, il faut voir absolument le film de Tim Burton, pour les fans de Tim Burton. Il y a sans doute le plus grand film de Tim Burton, c'est Ed Wood avec Johnny Depp, qui raconte l'histoire de ce réalisateur un peu maudit qui a filmé des nanars absolument spectaculaires, dont Plan 9 from Outer Space. Ce que je vous propose, on va passer au questionnaire. Ouais, alors ça, c'est la tradition de Ufostrophe. Pascal, on n'a jamais fait un Ufostrophe sans passer à la question à notre invité. Donc, Thierry, je vais te demander de répondre dans la spontanéité au questionnaire. Alors là, nous, on utilise un clin d'œil à Bernard Pivot, le questionnaire raccourci de Bernard Pivot, mais qui est quand même directement inspiré du questionnaire de Proust. Alors, si tu es prêt, Thierry, je démarre. Quand tu veux. Votre mot préféré? Bleu. Alors en français, parce que tu vois, non, maintenant j'y pense. J'ai un mot préféré, mais qui n'est pas en français. C'est Posada. Posada. P-O-S-E-A-D-A. L'auberge, si tu veux. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa, Posada. Ouais. C'est bien de par chez toi, ça. Le mot que vous détestez? Il y a 3 lettres. Ça commence par C. Ah, il y en a plusieurs. Là, il y en a 2 qui me viennent en tête. Je suis désolé, mais il va falloir. Ah non, mais ça commence par C, ça finit par N. Ah, moi j'étais sur C'était sur l'autre avec un L, oui. Votre drogue favorite? Le vin. Il y a des petits codes du Roussillon qui sont pas mauvais du tout par chez toi. Ouais, non, c'est plutôt. Je t'avoue que c'est plutôt le Bordeaux, un petit Saint-Émilion. Oui, après. Je suis originaire du Sud-Ouest et ça joue. Le son, le bruit que vous aimez? Le vent. Je suis gâté ici. Ouais. Le son, le bruit que vous détestez? Le vent. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Retourne à ta place. Je sais pas. Merde. Je sais pas. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Femme. Et laquelle tu choisirais? La mienne. Ah, c'est mignon ça. C'est mignon. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Prof, c'est ça? Alors, il y a des jours, ouais. Non, celui que j'aurais pas aimé faire, maçon, parce que je voyais mon père partir, enfin, je le voyais pas, je l'entendais partir à 7h, 7h moins le quart du matin, rentrer tard le soir crevé, les genoux cassés, les mains abîmées, j'aurais pas aimé. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Un chat. Ah ouais, je suis assez d'accord avec ça. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Je te laisse ma place. Ah ben, en toute simplicité. Celle-là. Alors celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Elle est très très bonne. Je m'avais pas demandé. Bon, mais tu es déjà un des dieux de l'ufologie languedocienne. Donc tu vas devoir te contenter de ça. Oui. Sur ce, Pascal?
Ah, ça y est, 1h25 d'émission. On a quand même été plutôt raisonnable, moi, je trouve. C'était bien, effectivement. Thierry, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce nouveau format. Hein. Alors, je suis honnête. Est-ce que je peux rajouter un truc? Ah, mais avec plaisir. Juste parce que tout à l'heure, oui, je me qualifie de sceptique, mais comme disait Thibaut, sceptique, ça peut être très négatif. Le sceptique qui dit les ovnis, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça peut pas exister. C'est pas mon genre de scepticisme. Hein, on est d'accord. Le sceptique que je suis est quelqu'un de très ouvert, je crois, au phénomène ovni, qui évalue, qui estime les différentes possibilités et qui les traite avec bienveillance, bien que ce mot-là, du fait de mon boulot, me sorte par les oreilles. Donc, c'est pas un sceptique fermé que je suis. C'est un sceptique, j'espère, le plus ouvert possible et qui est tout à fait prêt à envisager toutes les possibilités raisonnables. On est bien. Ben, c'est la définition. Ouais. C'est la définition du sceptique, Thierry. Je suis d'accord avec toi. Le sceptique, c'est celui qui en doute. C'est pas celui qui croit en rien. Voilà. C'est pas ça qu'on entend. Oui, on a oublié la version classique du terme. Moi, je voulais quand même dire à tous nos auditeurs qui seraient dans le Languedoc, et comme je sais qu'il y a beaucoup de passionnés d'OVNI, rapprochez-vous d'OVNI Languedoc, parce que c'est déjà une communauté de gens vraiment très sympas, très intéressants. On n'a pas cité James aussi, qui est un copain, et qui est quelqu'un de vraiment remarquable dans ce petit milieu. Allez voir les émissions sur la chaîne d'OVNI Languedoc et les conférences de James, c'est une tuerie, quoi. Voilà. Il faut dire aussi que OVNI Languedoc est une des... Je vais pas dire rare, parce que je crois même que c'est la seule qui publie un magazine qui est d'une immense qualité, qui s'appelle Logosphère, qui est très, très, très intéressant. Moi, je peux en témoigner parce que je suis destinataire, évidemment, de la version électronique et puis aussi... je suis vos débats sur vos listes de diffusion. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a souvent des enquêtes de première main, des réflexions très intéressantes dans un esprit œcuménique. Thierry et ceux qui l'accompagnent donnent la parole à tout le monde à partir du moment où ils ont un discours qui est construit et qui est argumenté. Oui, donc ça, moi, ça me semble très intéressant. Mais comme tu disais, c'est parce que le discours qui était proposé n'était pas du tout adapté à nos exigences, on va dire. Et puis là, dans le numéro 14 vient de sortir depuis quelques jours, il est disponible en PDF et on a notamment Philippe Mantel qui nous a fait l'honneur de nous adresser un article qu'on a publié ce coup-ci. On a eu des Espagnols aussi qu'on a publié de tous bords, comme Nando Dominguez qui est plutôt quelqu'un qui serait partisan de l'hypothèse extraterrestre, ou comme Ballester Olmos, qui lui est plutôt sceptique sur tout ça. On est, comme tu dis, ouvert à tous ceux qui argumentent de façon logique, raisonnable, en bon français, de préférence. Mais on traduit aussi. Tu as souligné James tout à l'heure, Pascal. James nous traduit les textes anglais. Il est excellent dans ce domaine. Bref. Il est énorme, James. Venez nous lire, ça nous fera plaisir. Oui. Donc, adhérez à OVNI Languedoc, mais peut-être encore plus urgent, procurez-vous OVNI en Méditerranée chez l'ODS qui vient de sortir et que vous pouvez commander dans toutes vos librairies. Thierry, le mot de la fin? Prochain symposium OVNI Languedoc. Bon, l'année dernière, ça n'a pas pu se faire et pourtant, il y avait des projets super intéressants. Vous aviez un petit peu innové. Oui, on peut espérer en septembre. On avait innové, mais on a eu le confinement qui s'est déclenché début novembre et nous, on avait le congrès les 15 ou 16 novembre, il a fait 2 jours, 14-15, je ne sais plus, et on avait lancé le premier festival du court-métrage ufologique avec énormément de vidéos, d'enregistrements qui nous avaient été proposés. C'est Henri qui a géré tout ça, c'était son idée. C'est encore un autre membre dont on ne peut pas se passer. Tout est prêt pour le 11e congrès, qui ne se tiendra donc pas en 2020, mais qui se tiendra les 13 et 14 novembre 2021, si la pandémie le permet. Notez cette date, 13 et 14 novembre. On en reparlera bien sûr. On en reparlera, Thierry, parce que ça, c'est sûr que c'est quand même, à mon sens, le plus gros événement ufologique tous les ans. Et c'est toujours un plaisir d'y aller, d'y participer et même parfois de faire une intervention, même si j'avais les pépettes quand je l'ai fait chez toi. Bien, écoutez, Thierry, encore une fois, merci d'avoir essuyé les plâtres. Vous l'avez vu, c'est un nouveau format qui se met en place, qui, à mon sens, est très intéressant. Merci Géraldine et merci Julie pour vos interventions. Merci Thibaut pour ton intervention, bien entendu. Comme on l'a dit, OVNI en Méditerranée, ODS, on peut le commander directement sur le site de Thierry Marlin, Œil du Sphinx.
de Philippe Marlin, oui, sur l'œil du Sphinx, tu peux le commander directement ou sur Amazon ou toute librairie Cartier, tu vas le commander. Bon, bah écoutez, et merci de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir. Un grand plaisir, Thierry. Je vais permettre un dernier petit conseil à toute l'équipe. Vous vérifiez qu'il a appuyé sur le petit bouton au début la prochaine fois. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Ça va être un truc à prévoir. Merde, ça n'a pas marché. Il faut tout refaire, les amis. On recommence pour 1h30. Bon, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter, restez connectés. Hein, on va couper l'émission, mais il me reste à vous souhaiter une très bonne. On va la passer samedi, donc un très bon week-end, un très bon début de semaine en fonction de quand vous nous regardez, et on vous dit à bientôt pour un prochain Ufostrophe. Ciao, ciao. Ciao. Bye.